J'ai été lent à rejoindre ceux qui recommandaient l'introduction de forces terrestres au Sud-Vietnam, mais il est devenu parfaitement clair que quelque chose devait être fait. Le général Maxwell Taylor, un général 4 étoiles et président des chefs d'état-major interarmés sous le président John F. Kennedy, revient sur sa réticence et sa conviction finale. À propos de la guerre du Vietnam au milieu des années 1960, les États-Unis sont confrontés à des choix difficiles concernant la situation au Vietnam. Les forces de l'armée populaire du Nord-Vietnam cherchent à unifier le pays sous un régime communiste. Alors que l'armée américaine a fourni au Sud-Vietnam des conseillers militaires, de l'équipement, des véhicules et un soutien limité en troupes. La question demeure, les États-Unis vont-ils entrer dans une guerre totale contre le Nord-Vietnam ? Avec les nouvelles désignations et capacités de la cavalerie américaine, beaucoup pensent que les États-Unis pourraient avoir un avantage sur le Nord-Vietnam. La première division de cavalerie aéroportée, également appelée la première division de cavalerie aérienne, est organisée en 1965. En utilisant des hélicoptères, l'unité était désormais capable d'utiliser ces véhicules pour diverses applications sur le champ de bataille, telles que les déplacements massifs de troupes, le transport de cargaisons, les évacuations médicales, ainsi que l'artillerie aérienne à roquettes et à mitrailleuses. Idéalement, les unités de cavalerie aérienne allégeaient la charge des unités d'infanterie qui auraient dû traverser à pied le terrain difficile de la jungle au Vietnam. Mais les nouvelles capacités de la cavalerie seront-elles suffisantes pour assurer la victoire au Vietnam ? Si vous alliez à la CIA et demandiez « Quelle est la situation au Sud-Vietnam ?», je pense qu'ils diraient que c'est pire. Vous le voyez dans le taux de désertion, vous le voyez dans le moral, vous le voyez dans la difficulté à recruter des gens, vous le voyez dans la perte progressive du contrôle de la population. Beaucoup d'entre nous, en privé, diraient que les choses ne vont pas bien, qu'elles se sont aggravées. La première division de cavalerie aérienne effectue ses premiers vols sous sa nouvelle appellation pendant la guerre du Vietnam. Mais en 1951, l'armée américaine utilise pour la première fois des hélicoptères pour des opérations de transport aérien et d'évacuation médicale pendant la guerre de Corée. Le 13 septembre 1951, un bataillon de Marines américains reçoit pour mission de nettoyer la zone entourant un volcan éteint que les Marines appellent le Punch Bowl, des combattants ennemis. Au cours de l'opération Windmill numéro 1, les Marines utilisent 7 hélicoptères HRS-1 pour livrer plus de 8000 kg de ravitaillement et évacuer plus de 70 soldats grièvement blessés. Les hélicoptères HRS-1 utilisés par les Marines pendant l'opération Windmill sont une version de la gamme d'hélicoptères H-Dix-9 Chickasaw spécialement conçus pour les Marines. À partir de 1951, en Corée, le H-19 subit des essais en conditions réelles sur le champ de bataille. Opérant sous la 6e compagnie de transport, le Chickasaw, en tant qu'hélicoptère de transport non armé, a été mis à l'épreuve dans une variété de missions, allant des évacuations médicales au contrôle tactique en passant par le soutien logistique en première ligne. 5 ans plus tard, en 1956, le 4e-5e bataillon de commando des Royal Marines britanniques exécute la première insertion de combat par hélicoptère avec assaut aérien lors d'un débarquement amphibie dans le cadre de l'opération Mousquetaire pendant la crise de Suez. Dix Westland Whirlwind. Mark IIS livre 23 tonnes de matériel et 650 Marines. Dès 1961, l'armée des États-Unis envoyait des hélicoptères de transport CH-2 aux troupes sud-vietnamiennes. L'opération Chopper commence le 23 décembre 1961. Au début, l'armée de la République du Vietnam utilisait avec succès les hélicoptères, mais bientôt le Viet Cong a développé de solides stratégies d'attaque contre les hélicoptères. Et dès janvier, 13 sur 15 ont été touchés par des tirs ennemis et 4 ont été complètement abattus. Même après avril 1962, lorsque les États-Unis commencent à envoyer des escadrons d'hélicoptères de la marine pour aider les forces de la RVN, les combattants du Viet Cong se montrent tenaces.
et lors de l'opération Vent sûr de 1964-17, des 21 hélicoptères sont touchés et 3 d'entre eux sont abattus. De retour aux États-Unis, le chef de la minorité à la Chambre des représentants, Gerald Ford, prononce un discours au National Press Club, dans lequel il fait savoir aux dirigeants communistes et au peuple américain que les États-Unis travaillent avec et pour le peuple du Sud-Vietnam et que nous ne céderons à aucune force communiste. Les dirigeants communistes à Moscou, Pékin et Hanoï doivent comprendre parfaitement que les États-Unis considèrent la liberté du Sud-Vietnam comme vitale pour nos intérêts. Et ils doivent savoir que nous ne plaisantons pas dans notre détermination à défendre ces intérêts. De nombreux responsables élus, comme Ford, prônent un objectif clair de victoire sur les forces communistes grâce à l'ingéniosité américaine et à la force physique et technologique de son armée. En réalité, la question de savoir comment gagner une guerre au Vietnam, en particulier sur un champ de bataille inconnu constitué principalement de terrains de jungle difficiles, soulève de nombreux doutes. Pour tester les véritables capacités de l'armée américaine, à Fort Benning, en Géorgie, en février 1963, l'armée des États-Unis commence à expérimenter la combinaison de l'infanterie légère avec le soutien des hélicoptères. Les exercices d'entraînement de la 11e division d'assaut aérien entraînent quelques désaccords quant au succès tactique de l'unité. Mais même face à la prudence des chefs d'état-major interarmés, le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, fait avancer l'unité sous la doctrine de contre-insurrection récemment établie par le Pentagone. En conséquence, la 11e division d'assaut aérien est fusionnée avec la 2e division d'infanterie et renommée Première division de cavalerie aérienne. Le 14 novembre 1965, le lieutenant-colonel Harold J. Moore mène une unité de la 1re division de cavalerie aérienne dans la première attaque héliportée à grande échelle. Non seulement de la guerre du Vietnam, mais aussi de l'histoire militaire des États-Unis. Le 7e régiment de cavalerie du 1er bataillon porte avec lui une tradition d'excellence et de leadership, mais son histoire est aussi un fardeau de mauvais présages. Le général George Custer lui-même a mené le 7e régiment de cavalerie au combat en juin 1876 lors de la bataille de Little Bighorn. Le 1er bataillon allait-il devenir la première mission réussie de débarquement et d'assaut de cavalerie aéroportée, ou serait-il condamné à répéter l'histoire ? Le spécialiste de l'armée Jack P. Smith, qui deviendrait plus tard un correspondant de presse primé aux Emmy Awards, s'est souvenu de la bataille de la vallée de Ya Drong lors d'un discours prononcé en 2003 devant d'autres vétérans de la bataille. Nous sommes en novembre 1965. Vallée de Ya Drang, la ville la plus proche, Pleiku, une province vietnamienne isolée, capitale et à l'ouest de la ville. Au-delà des longues maisons sur pilotis des montagnards, des broussailles plates recouvrent les collines près de la frontière cambodgienne, un refuge pour les contrebandiers et désormais la route d'infiltration des premiers réguliers nord-vietnamiens pour envahir le sud du Vietnam. L'infanterie régulière américaine, les premiers envoyés au Vietnam alors que la guerre s'intensifie, est venue dans cette région frontalière pour traquer l'armée populaire du Vietnam. Les hommes de la 1re division de cavalerie aérienne et de la 1re division d'infanterie partent à la guerre en hélicoptère. L'unité de tête est le 1er bataillon du 7e régiment de cavalerie du lieutenant-colonel Hal Moore. En pilotant leurs hélicoptères vers une zone d'atterrissage désignée X-Ray, à quelques kilomètres de la frontière cambodgienne, le 14 novembre 1965, ils atterrissent directement sur une base de l'armée nord-vietnamienne. Une bataille féroce s'ensuit et dure 3 jours entiers. Le bataillon de Hal Moore est à plusieurs reprises sur le point d'être submergé. À la fin, renforcés jusqu'à atteindre la force d'une brigade, les troupes américaines détruisent la majeure partie d'une division nord-vietnamienne, à X-Ray. 79 Américains sont tués, 121 blessés, soit un total de 200 pertes américaines, le plus lourd bilan de la guerre jusqu'alors. Mais il y a environ 2000 pertes nord-vietnamiennes. Je suis arrivé le dernier jour de la bataille. Je me souviens de l'ANV. Les corps étaient empilés si densément autour des tranchées que tu pouvais marcher dessus sur une trentaine de mètres. À certains endroits, les soldats américains avaient la même couleur que la terre.
et tous avaient ce regard vide de 1000 mètres de ceux qui venaient d'être initiés au combat. Le lendemain, après une nuit agitée, mon bataillon, le 2-7, s'est éloigné de X-Ray en direction d'une autre clairière appelée Elzé-Albon. Vers l'heure du déjeuner, nous avons été attaqués par une ancienne unité nord-vietnamienne comme la nôtre. Forte d'environ 500 hommes, les combats étaient au corps à corps. J'étais allongé si près d'un mitrailleur nord-vietnamien que j'ai simplement tendu mon fusil et lui ai fait sauter la tête. C'était, je crois, la seule fois pendant la guerre qu'un bataillon américain ait jamais été submergé. Les pertes américaines pour ce 4e jour de combat, 155 tués, 121 blessés, plus de morts que de blessés. Les Nord-Vietnamiens ont subi quelques centaines de pertes. Le combat à Elzé-Albany a été largement ignoré, considéré comme une aberration. Mauvais commandement, troupes inexpérimentées. Lors de cette première rencontre entre leurs forces régulières principales, les deux camps se sont plutôt concentrés sur X-Ray. Fait intéressant, les deux parties ont tiré la même conclusion. Chacune pensait pouvoir l'emporter en utilisant les tactiques d'usure. Après 2 jours et 2 nuits de combats intenses, le 1er bataillon du 7e de cavalerie s'enterre à l'emplacement X-Ray et parvient à repousser ses assaillants nord-vietnamiens et Viet Cong. Un jour après la bataille de la rivière Ia Drang, cependant, le 2e bataillon du 7e de cavalerie ne parvient pas à échapper à une attaque des Nord-Vietnamiens près de l'emplacement Albany. Cette attaque demeure l'embuscade la plus réussie contre les forces américaines durant toute la guerre du Vietnam. Alors que l'issue de cette embuscade est claire, la bataille de la rivière Ia Drang voit les deux camps revendiquer la victoire. Les Nord-Vietnamiens surestiment largement les pertes américaines, les évaluant entre 1500 et 1700, alors qu'en réalité, le nombre était un peu supérieur à 200. Et les États-Unis ont déclaré plus d'1 millier de Nord-Vietnamiens tués, alors que le chiffre réel est plus proche de 600. La question de la victoire reste sans réponse. Mais la bataille reste la première attaque aérienne réussie par la cavalerie américaine, et en effet le premier véritable affrontement entre les Nord-Vietnamiens et l'armée des États-Unis. Ia Drang peut même être considéré comme une sorte d'épreuve du feu pour l'utilisation des tactiques par les deux camps pendant la guerre du Vietnam. Les Nord-Vietnamiens apprennent que s'engager rapidement et à courte distance contre les Américains leur donne un avantage. Tandis que l'armée des États-Unis avait désormais à son actif une attaque aéroportée réussie, atteignant ses objectifs sur le champ de bataille grâce à la mobilité aérienne, aux tirs d'artillerie et à l'appui aérien rapproché. Le commandant du 1er bataillon du 7e régiment de cavalerie, Harold Hall Moore, qui reçoit la Distinguished Service Cross pour son courage inébranlable et son leadership exemplaire. Lors de l'action à l'emplacement X-Ray, il présente les défis auxquels la cavalerie aérienne a été confrontée dans son rapport après action. Rapport après action, vallée de la Ia Drang, opération, 1er bataillon 7e régiment de cavalerie du 14 au 16 novembre 1965. Commandant 3e brigade, 1re division de cavalerie, aéroportée. En raison du positionnement de dernière minute des pièces d'artillerie causées par des retards dans les mouvements aériens, les tirs préparatoires n'ont commencé qu'à 10h17. J'étais dans l'appareil de tête et j'avais une bonne vue sur ces tirs. Ils étaient exactement là où il fallait et parfaitement synchronisés. Avec l'atterrissage des premiers éléments de la compagnie d'assaut, les tirs se sont concentrés principalement autour de la zone d'atterrissage, dans les arbres et les hautes herbes, et sur une avancée de terrain ainsi que dans un ravin descendant des hauteurs au nord-ouest de X-Ray. L'artillerie aérienne est intervenue juste après les tirs d'artillerie au sol et a pilonné la zone pendant 30 secondes utilisant la moitié de ses munitions, puis s'est placée en orbite aérienne à proximité, prête à intervenir sur demande. Les hélicoptères de combat du bataillon Lift ont pris le relais des tirs et se trouvaient juste devant les UH-1D lorsque nous sommes arrivés pour l'assaut. À l'atterrissage, tous les mitrailleurs de porte ont tiré dans les arbres et les hautes herbes. Nous avons atterri et couru de la zone d'atterrissage vers les arbres, en tirant avec nos M16. Aux positions ennemies probables au sol, nous n'avons essuyé aucun tir ennemi et n'avons établi aucun contact à l'atterrissage.
Le terrain était plat et composé d'arbustes pouvant atteindre 30 mètres de haut, d'une herbe à éléphant épaisse variant de 30 cm à 1,50 m et de termitières disséminées dans toute la zone, pouvant atteindre 2,50 mètres de haut, recouvertes de broussailles épaisses et d'herbes à éléphant dessus et autour. Le long du bord ouest de la zone d'atterrissage, les arbres et l'herbe étaient particulièrement denses et s'étendaient jusque dans la jungle sur les contreforts de la montagne. Aux environs de 11h20, l'une des équipes de reconnaissance a fait un prisonnier. J'ai immédiatement pris mon S2 et le Vietnamien, Monsieur Nick, et je me suis rendu sur place pour l'interroger. Il n'était pas armé, portait une chemise et un pantalon kaki sail avec un numéro de série sur l'une des épaulettes de la chemise, et avait une gourde vide. Il a déclaré qu'il n'avait mangé que des bananes pendant 5 jours, et qu'il y avait 3 bataillons sur la montagne au-dessus de nous, qui voulaient vraiment tuer des Américains, mais n'avaient pas réussi à en trouver. Il a déclaré qu'il faisait partie de l'armée nord-vietnamienne. Aux alentours de 12h45, les éléments de tête de la compagnie B ont commencé à s'engager dans un échange de tirs d'intensité modérée. Peu de temps après, vers 13h30, le commandant de la compagnie B a signalé qu'il subissait une attaque intense d'au moins 2 compagnies ennemies, et que son peloton de droite risquait d'être encerclé et coupé du reste de la compagnie par une force numériquement supérieure. L'échange de tirs est également devenu intense, quelques salves de mortiers de 60 et 81 mm ont commencé à tomber sur la zone d'atterrissage et sur la compagnie B, qui a également essuyé des tirs de roquettes vers 17h40. J'ai décidé qu'il était nécessaire de replier les compagnies A et B sous la couverture de tirs d'appui intenses, retourner à la lisière de la zone d'atterrissage et établir un périmètre défensif serré pour la nuit. Nous étions toujours en bonne communication avec la section encerclée et elle était entourée d'un tir d'artillerie défensif rapproché. Mon intention était de mener une autre attaque coordonnée pendant la nuit, ou tôt le lendemain matin pour les rejoindre, ou de les faire sortir pendant la nuit par infiltration. Joseph Galloway, un journaliste qui a effectué 4 missions au Vietnam et qui est le seul civil à avoir reçu la médaille de l'étoile de bronze pour bravoure pendant cette guerre. Il remarque plus tard que, si rien d'autre, Ia Drang fut la bataille qui convainquit Ho Chi Minh que les États-Unis pouvaient en gagner. Alors que la cavalerie aérienne a fait un usage révolutionnaire des hélicoptères et du soutien aérien pendant la guerre du Vietnam, la technologie s'est finalement révélée inefficace pour vaincre les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong. Dans ce mémo adressé au président Johnson, envoyé peu après la bataille d'Ia Drang, le secrétaire à la défense des États-Unis, Robert McNamara, déclare que les tactiques efficaces employées par la cavalerie aérienne n'ont fait qu'inspirer les forces ennemies à améliorer leurs propres tactiques et capacités et à poursuivre sans relâche leur objectif de victoire sur les Américains. Les changements récents et spectaculaires dans la situation concernent le domaine militaire. Il s'agit de l'infiltration accrue depuis le Nord et de la volonté croissante des forces communistes de tenir leur position et de combattre. Même lors d'engagements à grande échelle, la campagne de la rivière Ia Drang au début du mois de novembre en est un exemple. On peut s'attendre à une augmentation des pertes et des désertions chez les communistes si mes recommandations visant à accroître les forces américaines, sud-vietnamiennes et tierces sont acceptées. Néanmoins, on peut s'attendre à ce que l'ennemi augmente sa force actuelle de 110 bataillons équivalent à plus de 150 bataillons équivalents d'ici la fin de l'année 1966, lorsque, espérons-le, ces pertes pourront égaler ces renforts. Merci de nous avoir suivis. Pour soutenir la production de contenu historique captivant, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.